Bon, alors maintenant, la parole est à vous. Dans la salle, attends, je vais jouer au... Bonjour, merci. Pascal Lorne, je suis le fondateur et PDG de GoJob, qui est la première place de marché en intérim en France. Et j'ai beaucoup entendu engagement et bienveillance ce soir. Et en fait, je ne suis pas certain d'adhérer complètement à la façon dont vous présentez ça. Et je vais vous raconter pourquoi et comment. Parce qu'on a vécu une expérience à travers la Poste, parce qu'on le rattache à vous. Moi, ce qui me semble, en fait, c'est que tout part de la confiance. La confiance, on a mené une expérience pendant 12 mois avec la Poste et on vous a mis à disposition des personnes qui n'avaient jamais bossé, qui n'avaient pas de CV et à qui on a dit, bah, tiens, on te fait confiance. On te donne un job. On va dire en 2 mois, on a mis 50 personnes au boulot à la Poste. Sur ces 50, toutes, quasiment sans exception, ont donné satisfaction. Il y en a 3 qui ont été CDIsées, alors que, comme vous le savez, à la Poste, ce n'est pas forcément très simple de CDIser derrière. D'où ça part tout ça? Ça part du fait qu'on est parti sur des générations Y et Z qui ont besoin d'être responsabilisées, qui ont besoin d'engagement, qui ont besoin d'avoir des valeurs, mais qui ont besoin avant tout d'être dans un référentiel qui est le référentiel d'aujourd'hui, qui est un référentiel dans lequel il n'y a plus de hiérarchie, il y a uniquement « j'ai envie de te faire confiance ». Et si tu me fais confiance, je te fais confiance et je donne le meilleur de moi-même, je suis engagé. Et in fine, et j'en arrive là, la bienveillance arrive, comme par magie. C'est-à-dire que comme par magie, dans ces bureaux de poste, dans le 9-3, dans lequel personne ne voulait aller bosser au sein du groupe parce que c'est super galère, on a vu des chaînes de bienveillance se créer avec des anciens qui venaient former les petits jeunes qui avaient 22 ans, qui n'avaient jamais bossé de leur vie. Et la bienveillance, elle est venue comme ça. C'est OK, quelqu'un a fait confiance à cette personne, moi je me sens responsable et je vais l'aider. Donc ce que je veux dire là, c'est que je trouve que cette nature un peu condescendante peut-être de la bienveillance qu'on peut parfois sentir, hein, du haut vers le bas, je pense que s'il y a quelque chose du haut vers le bas, c'est la confiance. Et ça, pour le coup, nous, chefs d'entreprise, on a une vraie responsabilité, ce n'est pas de la condescendance, c'est une culture, une identité qui, je pense, se décrète, se vit, mais se décrète. Alors que la bienveillance, la décréter, c'est plus compliqué. Merci. Je voulais quand même dire qu'au sein du groupe La Poste, dans une grosse étude qu'on a menée là, avec plusieurs collègues, on a été voir des entités dans le 9-3 précisément. Il y a une entité de la Banque Postale où le manager a créé une pépite managériale, ce qu'on appelle une pépite, un environnement, et pourtant il a 45 ou 50% de son personnel qui vient de l'environnement immédiat. Hein, et je parle de Saint-Denis et d'au-dessus. Tu veux réagir, toi? Non, tu n'as pas envie? Parce que tu as été... Quand même. Non, c'est un bon exemple. Donc en fait, vous essayez de montrer que la bienveillance, c'est plutôt un effet qu'un but dans votre démarche. Elle est bonne partout. Elle est bonne en amont, elle est bonne en aval, elle est bonne sur le latéral. Ça dépend vraiment de la sociologie des gens, effectivement des tranches d'âge. C'est vrai que X et Y, ils n'ont plus le même rapport au travail que moi je l'avais et que mes parents avaient. Donc, mais la bienveillance est là. C'est ce qui est positif dans ce que vous dites, c'est que qu'on l'ait décidé d'en haut ou qu'on l'ait fait marcher par d'autres attitudes, l'essentiel c'est qu'on veille au bien et que les gens soient bien d'aller à la... Moi, ce que je dis pour les entreprises, c'est qu'il faut que, puisqu'on a compris que c'était le nouveau lieu du politique, il faut qu'on sente à la fois qu'on y va bien, on en sort bien, et si on en sort bien, on va répandre cette bienveillance à l'extérieur de l'entreprise. C'est ça, sa fructuosité. Elle est beaucoup plus en filigrane, et moi je suis d'accord avec ce que vous disiez, il ne faut pas en faire quelque chose d'officiel, il faut pas en tout cas, il ne faut pas la formaliser, la mathématiser et en faire une norme. Je pense qu'elle débouche par des biais qu'on n'attend pas, mais si on l'a derrière la tête, elle vient. Une autre réaction? Non mais, oui. Moi, je pense qu'effectivement, cette idée surplombante de la bienveillance, je comprends. Je dirais que ça puisse effectivement apparaître comme étant un peu décalé dans un monde où on cherche éventuellement la confiance. Si ce n'est que la confiance, c'est un peu du même acabit, à savoir, c'est compliqué, on ne peut pas la décréter non plus. Et ensuite, la confiance, derrière ce mot confiance, on a là aussi des réalités. Moi je suis un psy, oui, donc moi je crois qu'à l'expérience vécue. Quand tu fais confiance à quelqu'un, tu vis quoi? Un collaborateur, un salarié qui fait confiance à son patron, il pense que le patron, il est compétent, il l'espère en tout cas, il n'aurait pas confiance, il pense que le gars ou la fille est intègre, et puis quand même, il espère un peu de bienveillance. Mais dans le fond, c'est un peu, même dans l'autre sens, c'est pareil. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, je peux me forcer à faire confiance? Non, puisque la confiance, c'est un pari, c'est toujours un pari.
On pourrait même d'ailleurs dire que c'est un acte de foi. C'est-à-dire, vous savez, la définition théologique de la foi, c'est la confiance sans garantie. Bon. Celui qui fait confiance à un collaborateur, qu'un jeune par ailleurs qui ne connaît pas, on dit, mais vous êtes son patron, si vous voulez le faire monter, il va falloir lui faire confiance. La confiance est un pari, et c'est généralement un pari fondé sur l'expérience. Nous ne sommes pas égaux. Nous ne sommes pas égaux en termes d'abord de rapport au risque et d'expérience vécue dans des environnements. Ce qui fait que parfois demander à certains de faire confiance, c'est un vrai risque. Vous voyez, encore une fois, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, si nous sommes des êtres exceptionnels, on va y rentrer dans ce risque sans problème. Parfois, comment vous dire, l'inconfort peut nous rendre extrêmement vigilants. Les Indiens disent l'homme sage poursuivi par un tigre court quand même beaucoup plus vite que l'homme sage poursuivi par des poules. Et donc, parfois, on se dit, on a quand même... Voilà, je préfère avoir le sentiment que j'ai un tigre et rester un peu sous tension. Ce n'est pas idéal en termes de relations humaines, je ne vous le cache pas. Mais voilà, je trouve qu'on a un niveau d'exigence vis-à-vis des patrons et de ceux qui sont même des managers. Il y a des gens qui sont en responsabilité. On a parfois un niveau d'exigence qui est très très élevé, je trouve. Tu veux dire un mot, Olivier ? Parce qu'on a fait cette étude sur la confiance ensemble avec Charles-Henri. Et la confiance, on va peut-être passer un moment la parole à Roland, qui est le grand spécialiste de la confiance en France dans les organisations. Il va vous en parler sur cette suspension rationnelle d'un doute. Mais il va vous en parler. Mais la confiance est extrêmement compliquée. C'est extrêmement compliqué, comme le dit Philippe. La bienveillance, dans des comportements bienveillants, c'est beaucoup plus facilement matérialisable et appréhendable pour des collaborateurs. Moi, j'étais manager de bureau de poste. On me disait, exactement, j'avais 300 guichetiers. On me dit, il faut que tu fasses confiance. Bien sûr, je fais confiance, mais ce n'est pas si simple. Quelqu'un arrive dans mon bureau, je dois lui donner les procédures pour aller donner du cash au public. Oui, il y a un certain nombre de procédures, donc on essaye de faire confiance. Par contre, manager avec bienveillance, ça, c'est beaucoup plus appréhendable pour un collaborateur. Voilà. Ce n'est pas un mode d'emploi, mais en tout cas, c'est plus facilement conceptualisable. Et pour répondre sur votre point, est-ce que c'est un peu condescendant la bienveillance ? Je ne crois pas. La bienveillance, sa polarité se trouve dans l'exigence. S'il n'y a pas une exigence vis-à-vis de la bienveillance, ça ne marche pas. Effectivement, on trouve dans cette facilité qui n'a pas de substance. Et personne n'y croit et personne n'accroche. L'exigence vient avec la bienveillance, sinon ça ne marche pas. Olivier, je vais vous passer la parole juste après. Je vais quand même passer la parole à Roland. Juste ce que dit Julia de Funès, là, je l'ai entendu 3 fois au mois de septembre là, avec son bouquin. Elle dit une ineptie, c'est le contrat de confiance de Darty. Parce que dès qu'il y a contrat, il n'y a plus confiance. Enfin. Voilà. Allez, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi ? Oui, je suis très mauvais pour dire des choses courtes. J'aurais une demi-heure à commenter sur chacune des exposés. Alors, oui, sur confiance. Alors, d'abord, sur confiance, je crois que la meilleure formulation, c'est celle qu'Olivier vient de rappeler, qui est l'idée de Aufheben en allemand, de Georg Simmel, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y a pas confiance et défiance, mais il y a quelque chose qui s'appelle le Aufheben, c'est-à-dire la suspension d'un doute rationnel. Autrement dit, il est tout à fait rationnel de douter de l'autre. Effectivement, c'est l'histoire qui nous apprend si on peut ne pas douter de l'autre. Et donc, il faut a priori certainement pas faire confiance aveuglément, ni avoir une méfiance aveugle. Donc, il faut avoir un doute rationnel, et ce doute, il est plus ou moins levé en fonction de l'histoire. Alors, malheureusement, je peux pas, tu me donnes 2 minutes. L'histoire, évidemment, ça nous renvoie à Ricoeur, puisque Ricoeur, c'est le philosophe de l'histoire. Alors, je veux pas. Donc, je vais simplement dire 2-3 choses, si tu le permets, sur Ricoeur. D'abord, je me sens l'obligation, puisque je suis membre du conseil d'administration et du bureau de l'association Paul Ricoeur, avec sa petite fille, avec ses représentants légaux. Ça. Donc je voudrais dire quelque chose d'extrêmement clair sur la relation entre Ricoeur et Macron, parce que Macron, dans la presse, a été attaqué, voire insulté, sous le prétexte qu'il aurait instrumentalisé Ricoeur, il se serait servi de Ricoeur.
Je dis le plus clairement du monde, vraiment, que ça n'est pas vrai, qu'il a été l'assistant de Ricoeur pendant 2 ans. Il a contribué très fortement à écrire le dernier grand livre de Ricoeur, qui s'appelle L'Histoire, la mémoire, l'oubli. Il est cité par Ricoeur dans la préface du livre. Et ensuite, Ricoeur a entretenu, ce qui est assez rare, une relation d'amitié avec Macron, qui à l'époque avait, je sais pas, 24 ans, 25 ans, qui était un parfait inconnu. Donc alors maintenant, si je... Non, pas une dernière phrase, je te le rends tout de suite. Alors je voudrais simplement revenir sur des concepts fondamentaux de Paul Ricoeur, sur la notion de parcours de la reconnaissance, donc qui est ce à quoi Bernard Ramanantsoa faisait allusion. Dire, voilà, je suis à la tête d'une organisation, donc, et cette situation est marquée par une asymétrie de position entre moi et les autres, mais comme vous l'avez rappelé, je suis obligé d'avoir des résultats, donc de mettre en branle des organisations, des process, des tas de machins, et quelque part je comprends, quel que soit le mot qu'on met dessus, bienveillance ou autre chose, je comprends que la qualité de la relation et de l'acceptation par mes collaborateurs compte. Bon. Et alors, Ricoeur donc décrit ce qu'il appelle le parcours de la reconnaissance, et il dit que ça passe par 5 capacités. Donc, qu'il convient d'améliorer dans la relation entre cette asymétrie entre supérieur et subordonné. Et ça revient un peu à ce que les uns et les autres vous avez dit. Alors je ne fais que les citer, il faudrait évidemment à chaque fois aller dans le détail. La première, c'est la capacité de parler. C'est-à-dire si vous ne reconnaissez pas à l'autre, et en particulier à votre subordonné, vos subordonnés, la capacité de la libre parole, qui a été utilisée tout à l'heure, c'est la première des capacités, et c'est absolument difficile. Moi, j'ai eu 60 ans de carrière. Dans 60 ans, je ne sais pas si j'ai rencontré beaucoup d'entreprises qui acceptaient la capacité de la parole, enfin, donner la capacité de la parole libre. Deuxième, c'est l'action. Alors, on l'a aussi abondamment dit, décentralisation, tout ça. Bon, là, c'est assez évident. La troisième, c'est là où ce que dit Bernard est très ricoeurien, c'est la capacité de se raconter. C'est-à-dire que l'identité n'est pas une essence, c'est quelque chose qui évolue, et qui évolue parce que nous avons l'obligation, nous, personnes ou nous, organisations, de trouver en permanence une cohérence face à ce qui nous arrive. Et cette cohérence, elle passe par le discours pour la personne, le discours sur soi, et pour l'organisation, l'identité collective, donc la narration collective. Mais là aussi, ce n'est pas seulement des mots, c'est-à-dire qu'il convient d'accepter, et là vous en avez parlé, peut-être avec d'autres mots, abondamment tout à l'heure, il convient d'accepter, de rentrer dans l'identité narrative de l'autre et de comprendre à la fois son évolution passée et les enjeux pour l'avenir, parce qu'il n'y a pas de construction d'avenir qui ne s'appuie pas sur l'identité donc, du passé. Ça, c'est extrêmement, extrêmement difficile. Et on arrive, là j'en ai encore 2, mais ça sera très rapide, on arrive à c'était ma seule contribution, je pense, ce soir. Tout à l'heure, quelqu'un a dit qu'il y a des mots qui ne se s'emploient pas en français. Enfin, on a des concepts dits anglo-saxons qui ne s'emploient pas en français. Ricoeur, lui, il a un concept pour cette capacité de responsabilisation qui est l'imputabilité. Voilà, c'est le mot, monsieur le philosophe le sait, j'imagine très bien. L'imputabilité, c'est-à-dire la capacité de dire qui a fait cela, c'est moi. Bon, et on ne peut pas dire c'est moi qui ai fait cela, donc reconnaître l'imputabilité d'une action si on n'a pas auparavant assumé son identité narrative, assumé son action et sa parole libre. J'arrive à la dernière,
qui a été reprise en particulier par monsieur le docteur et monsieur le philosophe, qui est très importante et très ricoeurienne, qui est la capacité de reconnaître sa faiblesse, c'est-à-dire reconnaître la finitude humaine, et que donc que vous soyez, enfin, voilà, monsieur Val est faillible, le pape est faillible, même si théoriquement il ne l'est pas. La capacité de reconnaître sa faillibilité, de reconnaître sa finitude, fait que l'autre peut s'identifier avec vous. Je termine, alors cette fois-ci dans une phrase, parce que c'est la dernière phrase, c'est la dernière page. En une phrase. Hein. Voilà. C'est la dernière page que Ricoeur a écrite dans le parcours de la reconnaissance, juste avant de mourir. Il dit, quelque part, il dit... toute cette analyse que je fais, je la revendique, mais je tombe sur quelque chose qui est indépassable et que je ne peux pas m'y confronter véritablement. C'est le fait qu'il y a cette asymétrie et que je ne peux pas, moi, dirigeant, je ne peux pas changer de rôle. Changer de rôle peut-être, mais de position, non. C'est-à-dire dans cette relation asymétrique avec mes collaborateurs ou mes subordonnés, je suis celui qui est en haut, donc qui est imputable, et je ne peux pas changer. Donc c'est la limite à toute la philosophie ricoeurienne. Merci Roland. Alors on peut l'applaudir parce que en 10 minutes sur Ricoeur, oui, bientôt presque 10 minutes. Question. Bonjour à tous, merci. Donc Baptiste Barré de l'association Éclore, donc mouvement culturel pour la promotion d'un management humain et bienveillant. Donc merci pour vos échanges. Et en une semaine, on a déjà eu une conférence au Sénat sur le bien-être au travail. Ce matin, une conférence avec Jean-Dominique Sénard sur peut-on éliminer le capitalisme, peut-on éliminer l'entreprise. Donc on voit que c'est quand même un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur. J'aimerais juste revenir sur 2 points. Bien que je partage entièrement tous vos points, moi la difficulté que je rencontre moi en tant que salarié dans une entreprise, c'est d'arriver à convaincre finalement des managers, des dirigeants ou même des hauts dirigeants de travailler sur ces thématiques de bienveillance au travail. Et donc comment faire? Parce que quand on se met à la place de dirigeants, de hauts dirigeants, comment faire pour convaincre leurs actionnaires ou les détenteurs du capital de l'entreprise d'engager ce type de discussion qui va engendrer de nombreuses transformations et on ne sait pas où ça va nous mener. Sûrement très bien pour les salariés, et je le conçois, mais comment arriver à convaincre ces dirigeants et nos managers intermédiaires en particulier, parce que c'est bien beau d'avoir un dirigeant qui le pense, mais le management intermédiaire est fondamental. Et est-ce qu'on ne peut pas se nourrir d'expériences qui fonctionnent partout? Et merci pour la découverte de votre livre que je ne connaissais pas, donc je le lirai incessamment sous peu. Est-ce qu'on ne peut pas inciter toutes ces initiatives à finalement prendre la parole sur les réseaux sociaux, puisque c'est finalement relativement facile pour partager de belles expériences et finalement d'avoir de beaux argumentaires pour convaincre nos dirigeants en interne. Merci. Qui veut répondre? Alors, sur quoi? Je réponds sur comment on peut faire pour convaincre. Alors là, je ne peux que vous rejoindre. Hein. Paul-Marie, patron de Géopost, m'a proposé de le rejoindre pour développer ce concept, voir ce qu'on peut faire bouger les lignes, fédérer et simplement faire que l'entreprise soit un endroit où il y a une plus grande sociabilité, où il y a un terreau où les gens puissent exprimer leur créativité, leur inventivité et se sentir mieux. Et Géopost, c'est une entreprise extrêmement tournée sur le business. Et le patron dit, on essaie de le faire. Et je peux vous assurer que c'est compliqué de convaincre. C'est compliqué de convaincre les middle managers, c'est compliqué de convaincre les directeurs. Ils disent oui, ok, on va le faire. Mais voilà. Et c'est vrai. Alors, votre question, je me la pose également. C'est comment faire pour que ce soit vraiment quelque chose qui soit pris à bras-le-corps par les dirigeants. Mais je crois que ça va progressivement devenir une évidence. Progressivement parce que le monde, je disais tout à l'heure, est de plus en plus volatile, incertain, ambigu, complexe, dangereux, et les gens ont besoin de venir au travail et expérimenter un peu pas de réconfort, mais en tout cas, si ils ont un moment où ils peuvent expérimenter plus de facilité, plus de confiance, et pas venir avec la main sur le revolver en réunion, je pense que c'est quand même plus agréable. Et on va y venir progressivement.
Et alors, Philippe va en parler tout à l'heure, sans doute, hein, sur les taux de désengagement qu'on voit. Là, il y a un sondage qui était sorti, qui était frappant, sur les taux d'engagement qui sont de plus en plus grands en France. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on peut faire que des salariés arrivent et donnent leur supplément d'âme? Si on ne peut pas leur donner plus d'argent ou plus de reconnaissance de marque, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous posez une excellente question. Avant toute chose, c'est un processus que je qualifierais de pédagogique. Il s'agit d'éduquer. Il faut donc du temps, il faut de la patience, il faut travailler avec les hommes et les femmes tels qu'ils sont. La première étape de la bienveillance, très modeste, mais c'est quand même de respecter les gens tels qu'ils sont, avec leurs qualités et leurs défauts. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Philippe, à ma droite tout à l'heure. Personne n'est parfait. Et l'entreprise est le lieu par excellence où on a à peu près tous les niveaux, sauf quelques entreprises très très spécialisées qui ont un niveau d'homogénéité des gens extrêmement grand. Mais dans une entreprise comme la nôtre, on va de gens qui sont très éduqués, qui sont très très élevés, on va dire, dans l'expérience, l'intelligence et la formation, à des niveaux absolument élémentaires. Et l'entreprise, c'est tout ça. Et c'est tout ça qu'il faut embarquer. Donc on ne peut pas exiger du jour au lendemain que tout le monde se situe à un niveau de compréhension de tous ces enjeux qui soit le même pour tous. Donc il faut accepter cet état de fait. Et donc, comme l'éducation des enfants, c'est du temps, c'est de la patience, mais c'est aussi beaucoup de volonté et de détermination. Je crois qu'il y avait une question. À moins que... Bonsoir. D'abord, merci pour ce colloque qui était d'une très haute tenue. Et donc, une petite parenthèse concernant la gentillesse et la... la bienveillance. Mais vous avez raison. En toute amitié, je pense que la gentillesse, c'est un trait de caractère et que la bienveillance, c'est un comportement vis-à-vis des uns des autres. C'est une longue question. Honnêtement, je ne peux pas vous répondre parce que j'ai écrit 4 livres sur la gentillesse. Donc, commencez par l'éloge de la gentillesse, puis finissez par l'éloge de la gentillesse à l'entreprise. Mais je la définis de manière toute simple, c'est une forme d'empathie. C'est juste rendre service à quelqu'un qui vous le demande. Si vous rendez service à quelqu'un qui ne vous le demande pas, vous n'êtes plus dans la gentillesse, vous êtes dans la sollicitude comme Amélie Poulain. Et si vous ne faites rien et que vous rendez un service de manière spatiale, en laissant une place de parking réservée à un handicapé, vous êtes dans le respect qui est une empathie froide. Donc je dis le respect, c'est une empathie froide, la sollicitude, c'est une empathie brûlante, et entre les deux, il y a la gentillesse qui est une empathie chaude. Mais la bienveillance fait partie du même système de l'empathie qui montre qu'on est quelque part en train de changer de regard les uns sur les autres. On n'est plus cloisonné ni dans nos familles, ni dans un type de société. Tout se mondialise et il reste ça dans l'intimité qui doit avoir son lieu, son rôle en entreprise. Alors, ah oui, attends, moi ça c'était une parenthèse, hein, parce que c'est pas pour ça que je suis venue. Je me présente, hein, je suis le docteur Plessignac. J'ai été ancienne externe des hôpitaux de Partie, assistante d'enseignement et attachée de consultation, et j'ai l'expérience de 35 ans de pratique. Donc je sais de quoi je parle. Je suis troublée, je suis navrée. Moi, je vais vous parler du comportement individuel concernant ce sujet. C'est le comportement individuel. Pour que les gens soient bienveillants vis-à-vis des autres, il est évident qu'il faut qu'ils soient eux-mêmes bien dans leur peau. Ça me paraît totalement évident. Et pourquoi les gens ne sont pas bien dans leur peau ? Parce qu'ils sont en déséquilibre biologique. Tout ce qui est stress, fatigue, surmenage, choc affectif ou tsunami, tout ce que vous voulez, épuise les réserves biologiques de l'organisme. Et parmi ces réserves biologiques de l'organisme, ce qui est le plus utilisé, le lion qui est le plus manquant et le plus important dans l'organisme, c'est le magnésium. Le magnésium est présent dans 300 réactions chimiques de l'organisme. Alors, imaginez, vous êtes chef d'entreprise, imaginez dans votre entreprise 300 postes où il manque de l'électricité ou du carburant. Vous voyez comment ça pourrait marcher. Donc il ne faut pas s'étonner que quand l'organisme est carencé en magnésium, beaucoup de fonctions sont perturbées. Pourquoi ? D'une part parce que le magnésium sert de carburant, probablement. Je n'ai pas d'expérience
scientifiques, si, il y a d'autres, il y a des preuves scientifiques, mais cliniquement c'est évident, sert de carburant, et d'autre part, concernant les hormones, etc., il sert de catalyseur. Quand le catalyseur n'est pas là, l'hormone ne peut pas se fabriquer. Quand vous voulez du pain, il faut de la farine, de l'eau et du levain, sinon vous n'avez pas de pain, il n'y a pas de problème. Donc l'organisme utilise son carburant comme une voiture utilise son essence. Quand elle est dans une côte en montagne, elle dépense beaucoup plus d'essence que quand elle est dans la descente. Et quand elle est à sec, quand on est en panne sèche, eh ben, l'organisme ne marche plus. Alors vous pouvez pousser la voiture, elle va rouler, hein, avec des traitements psy et des choses comme ça, mais le moteur ne redémarrera pas tant que vous ne lui redonnerez pas le carburant. Oui. Oui, mais je suis bien obligée de vous expliquer, sinon... Oui, ben voilà. Mais en tout cas, je voulais vous dire ça. Donc que le magnésium, si vous voulez, on aura une conversation après plus importante. Oui. Mais ce que dire que... Moi, je vois des personnes qui voudraient être bienveillantes vis-à-vis de ces personnes aussi. Oui, oui, ben, je pense bien. Mais je voulais quand même vous faire comprendre l'importance capitale du rôle du magnésium dans le comportement. Une de mes patientes me disait, depuis que je suis sous magnésium, je n'ai plus envie de jeter mon gendre par la fenêtre. Ça, c'est une constatation. Et moi, j'ai l'habitude d'écouter mes patients. Voilà. Je vous expliquerai. Oui. Alors, ce qu'on retient, tu peux peut-être dire un mot, parce que c'est toi qui es directement concerné, c'est que l'entreprise doit s'occuper aussi du bien-être physique, c'est ce que je comprends bien. Et de ce que tu développes... Biologique, pardon. Ce que tu développes, par exemple, c'est la pratique du sport en entreprise. Je veux dire, ça fait partie des... Hein, Effectivement, nos comportements vont s'appuyer, vont être modifiés par des hormones que l'on a dans notre organisme. On parlait tout à l'heure de confiance, vous parliez de gentillesse. Eh bien, je vais rejoindre les deux par une petite hormone qui est l'ocytocine, qui est un petit peu plus sécrétée en période où on va, chez les personnes qui vont exprimer de la gentillesse, qui vont la confiance, et aussi l'hormone de la gentillesse. Paul Zak travaille beaucoup, qui est un neuroéconomiste américain, quelqu'un qui a fait à la fois des études de neurologie et d'économie. Et donc, la biologie, effectivement, influence beaucoup nos comportements. Bonsoir, Gilles Norroy. Ayant été 10 ans le DRH de Paul-Marie Chavannes, je tiens à attester que c'est un homme bienveillant, en tout cas à mon égard. C'est qui mérite d'être dit, car j'ai pu observer dans ma vie précédente de consultant qu'un certain nombre de marchands de conseil se gardaient bien d'appliquer à eux-mêmes ce qu'ils conseillaient à leurs clients. Cet propos bienveillant étant tenu, j'ai un peu l'impression que la bienveillance est à l'entreprise ce que finalement la fraternité est à la République, c'est-à-dire un troisième pilier qui est extrêmement difficile à mettre en œuvre et qu'on tourne toujours en rond avec ça. Soit les politiques s'en emparent quand ils n'ont plus rien à dire, soit ils essayent de faire quelque chose et se font moquer d'eux. Alors, ma question, elle porte un petit peu sur justement la pédagogie de la bienveillance. Ce qui m'a frappé en lisant votre ouvrage, c'est le propos liminaire qui est tenu par une dame qui s'appelle Madame Noos, c'est ça, quelque chose comme ça ? Ross, voilà. Et dans ce propos liminaire, elle dit que finalement, le processus de bienveillance, il est à cascader. Autrement dit, il va un peu ce que disait monsieur le philosophe, là, il va du haut vers le bas. Mais est-ce que c'est le seul processus ? C'est comment finalement on arrive à instiller la bienveillance dans une entreprise ? Alors, je peux dire ce qu'on essaie de faire. Pour répondre, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de travailler à plusieurs niveaux. On essaie de travailler au niveau des comportements individuels, on essaie de travailler au niveau des comportements managériaux, on essaie de travailler au niveau des fonctionnements des collectifs, on essaie de travailler au niveau de l'organisation, ces modes d'organisation, subsidiarité, clarté d'éditoire, responsabilité, et on va essayer de travailler aussi au niveau des processus RH, comment on recrute, comment on fait des feedbacks, comment on évalue. Voilà, donc vous avez toute une grille qui va nous permettre, entre guillemets, d'encapsuler l'organisation à travers un certain nombre d'actions. Voilà. Et pour répondre à votre interrogation, Nathalie Ross, en fait, c'est la DG de L'Oréal. Et on s'est dit, tiens, s'il y a une entreprise sur laquelle on voudrait bien qu'elle témoigne, c'est cette boîte. Et on a trouvé Nathalie Ross, qui est une personnalité extraordinaire. Et l'autre fois, je suis allé l'écouter à une conférence et elle parlait de la bienveillance. Elle m'a dit, il y a plein de concepts, il y a plein de livres, il y a l'excellent livre de Paul-Marie, il y a le livre de Déjac et Rodet, etc. Mais moi, je vous donne un truc très simple pour mettre en place la bienveillance tout de suite. Première chose,
faites des organisations lean. Alors qu'est-ce que c'est une organisation lean? Imaginez que moi, je sois le patron et j'ai 2 collaborateurs en dessous de moi. Je peux vous assurer que leur vie va être terrible, parce que je vais être sur leur dos en permanence. Par contre, si je crée une organisation où il y a 5, 6, 7 personnes, là, je peux m'assurer physiquement, par mon emploi du temps, que cette personne, je vais leur laisser leur marge de manœuvre. Première chose qu'elle nous dit, que c'est très simple à mettre en place, parce qu'elle faisait sa conférence devant des directeurs généraux. Deuxième chose qu'elle met en place, très simple, que vous pouvez appliquer dans l'entreprise, au-delà de nous, ce qu'on fait, c'est dit, elle prend une demi-journée par mois, une demi-journée par mois, parce qu'elle travaille le monde entier, et elle passe une demi-journée par mois où elle va voir chacun de ses collaborateurs 1 heure pour leur parler d'eux. Mais pas pour leur parler de business. Comment tu vas ? Comment ça se passe dans les relations que tu as avec tes collègues? Qu'est-ce qui te motive en ce moment? Qu'est-ce qui frotte? Juste pour leur parler. Et c'est calé dans son agenda. 2 choses très simples pour engendrer progressivement la bienveillance. Au-delà de tout ce qui existe et ce qu'on essaye de faire chez Géopost. Juste en 10 secondes, compléter ce que vient de dire Olivier. Il ne faut jamais oublier qu'à la fin des fins, cette culture de bienveillance n'existera que si les gens y adhèrent librement. Donc on met en jeu la liberté profonde des personnes. Donc tout ce qui peut ressembler à une espèce de mascarade où on force les gens à appliquer une norme n'a aucun sens. Donc tout ce qu'on va faire avec l'aide d'Olivier, c'est d'abord créer des expériences, mettre les gens en situation d'expérimenter eux-mêmes des rapports plus bienveillants en espérant que ça va générer chez eux le désir d'avancer par eux-mêmes et d'avoir véritablement créé chez eux une envie. La deuxième chose, c'est que en développant toute une série d'expériences, de propositions, on met à leur disposition ce qu'il convient d'appeler dans le langage des entreprises des outils, mais c'est eux qui décideront de les utiliser. Cet aspect-là me paraît absolument fondamental. La dernière question. Question rapide, puisque le temps presse. Éric Lenormand, je voulais juste d'abord une réaction. Oui, le processus est long, la bienveillance. Maintenant, dans les métiers de prestation de services, le savoir-être est quelque chose d'important et c'est peut-être un premier pas. La question, c'est est-ce que dans un environnement où on parle beaucoup de digital, est-ce que le digital est une formidable opportunité ou un risque pour les organisations, risque de déshumaniser? Votre exemple de personnes qui se détestent, elles se parlent par mail et elles ne se parlent plus, ou bien une opportunité de faire monter en compétence les gens en leur apportant de nouveaux savoir-faire. Philippe, tu veux pas? Là, je ne vous donnerai pas une réponse académique sur une affaire pareille. Je vous donnerai plutôt une réponse citoyenne. Il est clair que la dimension digitale, d'un point de vue fonctionnel, crée des possibilités de communication, d'interaction qui sont beaucoup plus importantes. Il me semble quand même que, en tout cas pour l'instant, et peut-être que dans ce que je vous dis là, dans 10 ans, 20 ans, ça ne sera plus le cas. Aujourd'hui, en tout cas, dans la relation humaine, dans le monde du travail, dès l'instant où on est dans la fonctionnalité, le digital a fait ses preuves. La caractéristique du digital, dès l'instant où l'affect rentre en ligne de compte, c'est que ça introduit un certain nombre de biais. On a des tas d'exemples, même chez les jeunes. Moi, j'ai des très jeunes aujourd'hui qui expliquent. Moi, j'avais des jeunes l'autre jour qui me disaient que ils se sont vraiment fâchés. Ils se sont fâchés d'un groupe d'amis, de jeunes. Ils se sont fâchés sur Snapchat. Ils se sont vraiment fâchés. Il y avait malentendu sur Instagram, etc. Et ma fille a eu cette remarque. Ma fille qui a 20 ans m'a dit, tu sais, papa, dans le fond, tant qu'on a été à s'envoyer des trucs, c'est parti en vrille. Il a fallu qu'on se retrouve rue Oberkampf dans un bistrot et là on a pu se reparler. Moi, ça m'a beaucoup frappé parce que les réseaux sociaux, j'y suis assez peu. Honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Ça doit être générationnel. Mais pour moi, la magie du réseau social, la magie du digital sur les relations humaines à enjeu me semble au mieux à impact limité, au pire dangereuse. Donc honnêtement, vous voyez, moi je ne sais pas. C'est une question à laquelle je suis incapable de répondre. Est-ce que le digital aujourd'hui modifie les règles de la confiance? Très probablement. Être cyber-bienveillant, je ne sais pas encore comment ça marche. Et pour moi, j'ai besoin d'avoir à un moment donné une vraie relation avec des gens, au moins qu'on se parle par le téléphone, La digitalisation de la relation est quelque chose qui continue à me
m'interpeller intellectuellement. Je n'ai pas de réponse. C'est comme cette idéologie de la coopération. On a mis en place des tas de réseaux sociaux d'entreprise. Regardez la réalité. Les gens ont les outils, mais ne les utilisent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et on fait la même erreur depuis 50 ans. Il y a une école de management qui s'appelle l'école sociotechnique qui ne disait rien d'autre. Dès qu'on introduit une technologie, il faut en même temps regarder le système social et réfléchir. Donc en fait, on fait toujours les mêmes erreurs. Dernière réaction avant la conclusion. Oui, non, sur le digital, je voudrais juste dire deux petites choses. Une toute petite, c'est que, par exemple, je pense qu'il faut fermer l'éducation nationale. Oui, mais j'y enseigne, c'est pas de la provocation. C'est qu'en réalité, on a inventé autre chose. L'école était bien de retirer les paysans pour les former, pour ensuite en faire des ouvriers, puis des employés ou des fonctionnaires ou des techniciens. On vit plus dans ce monde. Donc forcément, ce monde est vraiment en train de changer. Et la question que vous posez sur le digital, c'est vraiment une révolution dont on ne peut pas percevoir le cap. Mais je prends un exemple, puisque moi je suis chez un gros éditeur, Edi8, Plomb, etc. Et j'essaye de convaincre le patron qu'il faudrait que les salariés qui y sont puissent rester chez eux un jour par semaine pour bosser de chez eux, puisque tout est digital. C'est-à-dire qu'ils mettent leur cul dans le métro, sur un scooter ou dans une voiture pour arriver au lieu de travail, mais tout ce qu'ils vont faire, ils vont le faire de leur ordinateur. Donc l'idée, ce serait de commencer à désolidariser l'entreprise pour arriver à resolidariser le salarié avec l'entreprise elle-même. Et ils sont incapables de faire ça. Il y a des boîtes où on peut le faire, mais chez mon éditeur, ça ne marche pas. Et je dis bien qu'il y a un effet de résistance là. Et donc c'est une bonne question, le digital, parce que ce serait une marque de bienveillance de montrer que le digital est un lieu de bienveillance et de confiance et de sécurité et de performance. Et on n'en est pas encore là du tout. Et par exemple, Michel Serres, puisqu'il y a un philosophe parmi nous, mais tout le monde connaît Michel Serres, a expliqué que lui, il n'allait pas à la Bibliothèque nationale pour écrire des livres, puisque tout est sur Internet. Donc on voit bien que le monde a changé. Ce serait vraiment dommage que dans le monde du travail, on n'introduise pas ce changement. La conclusion. Alors juste parce il y a un an et demi, non, 2 ans, j'ai organisé une grande journée à la Poste sur le digital et le management. En quoi le digital a impacté. Alors peut-être ça répond pas vraiment à votre question, mais en tout cas, c'est juste vous donne une matière à penser qu'on a essayé de conceptualiser. Finalement, est-ce que le digital ne renforce pas l'exigence que l'on a vis-à-vis des managers? Parce que finalement, le digital va pouvoir permettre quoi? Que les salariés, dans certaines fonctions, puissent graviter autour de l'organisation comme si c'était une ruche, comme des abeilles qui vont virevolter. Et donc, le rôle du manager va être de pouvoir recréer des communautés, fédérer des équipes qui, par nature, seront, grâce aux outils digitaux, de plus en plus éparses et non connectées. Et donc, ça veut dire que les points de connexion avec les managers seront essentiels. Et ces points de connexion doivent être réussis. C'est eux qui vont créer le sentiment d'appartenance par rapport à la boîte. C'est eux qui vont réussir à fédérer les communautés. C'est eux qui vont réussir à créer du lien entre des individus qui sont plus éparses. Et donc, ce point de connexion doit être efficace, pertinent et, on l'espère, bienveillant. C'est-à-dire que les gens qui vont se connecter, parce que ça va être, dans cette symétrie des intentions, l'expérience que j'aurai de l'entreprise passera par le manager. Et si elle est positive, j'aurai une image positive de la boîte. Donc, ils doivent être bien.